La petite Polly, 12 ans, a invité ses copines pour une soirée pyjama. Elles sont ravies. Mais alors qu'elles s'amusent, elles ne se doutent pas qu'un homme les espionne et qu'il va s'inviter à la fête. Aujourd'hui, la triste histoire de Polly Klaas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Polly est née le 3 janvier 1981 à Fairfax, en Californie. Ses parents, Mark et Eve Klaas, divorcent alors qu'elle a à peine 2 ans et demi. Elle part alors vivre avec sa mère. Sa mère se remarie en 1987. Elle met au monde la petite Eve et se sépare à nouveau en 1993, date à laquelle elle emménage avec ses 2 filles, Polly et Eve, dans la ville de Petaluma, dans le comté de Sonoma. Et même si Polly a emménagé dans le coin dans l'année, eh bien, elle s'est déjà fait plein de copines. Et un jour, elle a l'idée d'organiser une soirée pyjama. Alors elle invite ses camarades de classe, Kate McLean et Gillian Pelham. Tout est prévu pour l'occasion. Elles passeront la nuit dans le salon pendant que la mère et la demi-sœur de Polly dormiront dans leur chambre pour leur laisser un peu d'intimité. Et le vendredi 1er octobre 1993, c'est le grand jour. Polly accueille avec joie ses copines. La dernière à arriver est Kate. Elle arrive vers 20h30. Les filles papotent, rigolent, et comme c'est bientôt Halloween, elles essayent des costumes. Vers 21h45, la mère de Polly fait irruption. Elle demande aux filles de faire moins de bruit. Elle a une migraine depuis le début de la journée et elle aimerait dormir. Les filles acquiescent, mais de retour dans sa chambre, la mère décide tout de même de prendre un cachet pour s'endormir plus vite. Les filles continuent de s'amuser. Elles ne comptent pas dormir de sitôt. Mais aux alentours de 22h30, Polly part quand même chercher des sacs de couchage dans sa chambre. Mais en ouvrant la porte, elle tombe nez à nez avec un homme. Et cet homme, elle ne l'a jamais vu. Kate et Gillian pensent que c'est une blague, elles rigolent, mais elles vont vite se rendre compte de toute l'horreur de la situation, quand elles s'aperçoivent qu'il a un couteau à la main. Il les menace. Si elles crient, il leur coupe la gorge. Les filles sont terrifiées, elles pleurent. Il demande ensuite laquelle des 3 vit ici. Elles lui répondent, puis il les rassure. Il ne fera de mal à personne. Il n'est là que pour l'argent. Polly lui dit spontanément où trouver de l'argent. Il y en a dans une boîte à bijoux, mais il ne la cherche même pas. Et pour cause, il est en réalité en train de faire son marché. Alors qu'il entrave les filles, il est en train de choisir celle qu'il trouve le plus à son goût. Il ne peut en ramener qu'une avec lui, et ce sera Polly. Quand il finit d'attacher Kate et Gillian, il leur met des têtes d'oreiller sur la tête et leur demande de compter jusqu'à 1000. Et pendant ce temps, il s'enfuit avec Polly. Et malheureusement, la mère, qui était pourtant dans la pièce juste à côté, n'a rien entendu de l'assaut. Les 2 fillettes, paniquées, vont commencer à compter, mais très vite, elles s'aperçoivent que l'homme n'est plus là. Alors elles trouvent le courage de se détacher et d'aller réveiller la mère de Polly. Et paniquée, elle appelle immédiatement le 911. Et c'est à peine quelques minutes plus tard que les policiers arrivent sur les lieux. Ils recueillent les témoignages des fillettes et les agents transmettent immédiatement les informations en leur possession par radio aux patrouilles de toute la région. Si un individu correspondant est repéré, que ce soit dans la ville ou dans une ville voisine, il sera immédiatement arrêté. Vers minuit, c'est cette fois le FBI qui investit la maison. Pendant 2 heures, les fillettes établissent un portrait robot, puis elles sont amenées au poste vers 4 heures du matin pour une enquête plus approfondie. Les enquêteurs passent la scène du crime au crible et le FBI, bien mieux équipé que les autres agents, vont utiliser une toute nouvelle technique pour l'époque. Vous la connaissez aujourd'hui, eh bien c'est celle du luminol. Ils vont trouver une 12aine d'empreintes différentes, mais elles appartiennent soit aux fillettes, soit aux membres de la famille. Mais ils arrivent tout de même à identifier une empreinte palmaire inconnue. Une empreinte palmaire, c'est l'empreinte de la paume.
Ils arrivent aussi à prélever des fibres venant de l'intérieur d'une voiture, ainsi qu'un cheveu. Il est court et brun foncé, peut-être celui du kidnappeur, mais la réalité est bien plus sordide. En fait, les agents de police ont fait une terrible erreur, et ils ne s'en apercevront que quelques mois plus tard. Souvenez-vous, je vous ai dit que les agents ont transmis les informations par radio. Eh bien, ils se sont trompés de canal. Ils ont transmis les informations sur le canal numéro 1, celui du shérif, au lieu du canal numéro 4. La conséquence, c'est qu'hormis les policiers de la ville, la plupart des patrouilles du comté ne sont pas au courant qu'il y a un fugitif dans les rues et surtout qu'une enfant est en grand danger. Mais encore une fois, ça, ils ne le savent pas encore. Une enquête de grande ampleur commence. Dès le lendemain matin, les maisons du voisinage sont fouillées une à une. Un hélicoptère survole en permanence la zone et lors de l'enquête de voisinage, plusieurs témoins vont parler. Ils sont plusieurs à se souvenir avoir vu la veille au soir un individu rôder dans le quartier et il correspond au portrait robot. Et pire que ça, le voisin qui habite la maison juste derrière celle de Polly indique avoir vu sur le palier de sa petite voisine, vers 22h30, un individu. Il n'a pas trouvé ça suspect et est retourné vaquer à ses occupations sans prévenir qui que ce soit. Les enquêteurs qui travaillent nuit et jour sur l'affaire vont même jusqu'à interroger tous les délinquants sexuels du comté de Sonoma, mais ça ne donne rien. Bien évidemment, l'affaire fait la une de tous les journaux, elle bénéficie même d'une attention nationale. Une ligne téléphonique d'urgence est mise en place, c'est une véritable chasse à l'homme qui s'est enclenchée. Des centaines, pour ne pas dire des milliers de volontaires se joignent aux policiers. Mais il va falloir attendre 48 heures après l'enlèvement pour que l'affaire connaisse un incroyable rebondissement. Le père de Polly reçoit un coup de fil. C'est une jeune fille, et sa voix ressemble à celle de Polly. Et ce qu'elle va dire va bouleverser le père. Elle affirme être Polly et indique être enfermée dans une chambre d'hôtel. Elle ne sait pas où et a profité d'un moment d'inattention de son ravisseur pour l'appeler, mais la communication coupe. Le père est dans tous ses états, il prévient immédiatement les enquêteurs qui installent sans tarder un dispositif d'écoute. Si par chance elle rappelle, cette fois, ils seront prêts à intervenir et ça ne va pas tarder. Elle rappelle de nouveau. L'appel est très court, mais suffisamment long pour être retracé. Et c'est une véritable escouade qui débarque à l'adresse. C'est à une 50aine de kilomètres de là. Mais sur les lieux, il tombe sur une famille, tout ce qu'il y a de plus classique. Et très vite, la jeune fille de la famille avoue. Ses camarades de classe l'ont mis au défi d'appeler le père de Polly. C'est donc, malheureusement, une fausse piste. Les jours vont s'écouler et un nouveau portrait robot est établi. Il est cette fois plus précis et il est donc diffusé dans les médias. Et très vite, un nouvel appel attire l'attention des enquêteurs. Quelqu'un a appelé le commissariat de Petaluma pour demander une rançon de $10 000 en échange de la libération de Polly. L'adresse du coup de fil est retracée et des dizaines de policiers débarquent. Mais devinez quoi? C'est encore un canular. C'est un jeune homme de 20 ans qui avait trouvé ça amusant. Et il sera arrêté pour tentative d'extorsion de fonds. Blague ou pas, les enquêteurs s'en moquent. Le 17 octobre, soit 2 semaines après l'enlèvement, et toujours sans nouvelles de leur fille, les parents, désespérés, décident de publier un message dans le San Francisco Examiner. Qui que vous soyez, où que vous soyez, s'il vous plaît, rendez Polly à sa famille. Sa place est ici, parmi nous. Polly nous manque tellement, ses yeux brillants, sa bonne humeur. On veut revoir son beau sourire, réentendre sa voix mélodieuse. Et il laisse également un message à leur fille. À notre Polly.
Chérie, si tu peux lire ce message, sache que ta maman et ton papa t'aiment si fort et on continuera à te chercher jusqu'à ce que tu sois en sécurité. Mais la petite reste introuvable. Rien jusqu'au 28 novembre 1993, soit 2 mois après le kidnapping. Dana Jaffe, une habitante du comté de Sonoma, se manifeste. Alors qu'elle inspectait sa propriété, elle a trouvé sur son terrain quelques morceaux de tissu, et ce qui ressemble à une paire de collants pour enfants. Et il y a aussi de longs cheveux parsemés ça et là. Et ça l'inquiète, surtout qu'elle se souvient que 2 mois plus tôt, elle avait surpris un individu sur son terrain, qui avait été chassé d'ailleurs par des agents. C'était le 1er octobre 1993, soit le soir même de la disparition de Polly. Incroyable pour les enquêteurs. Ils regardent immédiatement dans leurs fichiers et grâce au compte-rendu des agents qui étaient présents ce soir-là, ils sont en mesure de retracer les événements. Ce soir-là, la babysitter de Dana, qui venait de terminer son babysitting, rentrait chez elle en voiture. Et à l'entrée de la propriété de Dana, elle avait vu cet homme à l'allure inquiétante. Il semblait être en panne sur le bord de la route. Il avait interpellé la jeune femme en lui disant des choses du genre « What's up, driver ?» etc. Il avait donc commencé à lui parler, mais comme elle avait la sensation que quelque chose clochait, on va dire les choses telles qu'elles sont, cet homme ne lui inspirait pas confiance, eh bien elle était restée en sécurité dans son véhicule et était allée sans tarder à la cabine téléphonique la plus proche prévenir Dana ainsi que la police. Dana avait alors aussitôt embarqué sa fille dans sa voiture et était allée voir ce qu'il se passait. Elle avait bien trouvé la voiture, c'était une Ford Pinto blanche, mais aucune trace du conducteur. Elle avait alors fait demi-tour et un peu plus tard, 2 policiers en patrouille étaient arrivés sur les lieux suite au coup de téléphone de la babysitter. L'homme était réapparu et il avait une attitude très bizarre. Il sentait l'alcool, était agité, transpirait abondamment et avait des brindilles dans les cheveux comme s'il s'était roulé par terre. Interrogé, il avait dit ne pas avoir remarqué que c'était une propriété privée et manque de chance, les roues de son véhicule s'étaient embourbées. Mais l'instinct aiguisé des 2 policiers leur ont fait penser qu'il y avait quelque chose de louche dans tout ça. Ils ont voulu l'embarquer au poste, ils lui avaient fait passer un test de sobriété, mais manque de chance, ils l'avaient passé avec succès. Ils avaient alors fouillé son véhicule, ils avaient trouvé à l'intérieur du véhicule un sac en tissu avec des morceaux de tissu dedans, un sac plastique rempli de canettes de bière, dont une ouverte, qu'ils lui ont demandé d'ailleurs de vider, mais comme il ne buvait pas au volant, car il n'était pas au volant, eh bien il n'était pas en infraction, il ne pouvait pas l'arrêter. Alors ils avaient essayé de convaincre Dana de porter plainte, mais Dana avait refusé, elle voulait juste qu'il s'en aille. Alors faute de mieux, ils avaient fait une vérification de son permis de conduire, et il était en règle. Alors, ils l'ont aidé à désembourber son véhicule et l'avaient escorté jusqu'à la route principale avant de le laisser partir. Et l'homme en question est un certain Richard Allen Davis, et il ressemble comme 2 gouttes d'eau au portrait robot, sans compter que son profil est plus qu'inquiétant. Il est en liberté sur parole. Il a été arrêté en 1976 pour kidnapping et viol, en 1978 pour kidnapping avec une arme blanche, puis en 1984 pour un autre kidnapping, cette fois avec une arme à feu. Et enfin, la mère du suspect habite la même ville que Polly, Petaluma. Les enquêteurs arrivent sur le terrain de Dana et ils ont la sensation que la petite a été amenée ici. Alors ils entament des fouilles massives, aidées de plusieurs centaines de volontaires, d'une trentaine de chiens pisteurs, mais rien. Et en parallèle, les enquêteurs se rendent au domicile de Davis pour l'appréhender, mais comme il ne se trouve pas là-bas, eh bien ils placent des barrages un peu partout, à proximité. Et au détour d'un contrôle,
l'un des officiers tombe nez à nez avec Davis. Davis, d'ailleurs, qui ne se doutait pas que les policiers de la ville étaient à sa recherche. Il est donc arrêté et conduit au poste, mais il nie tout. Les enquêteurs amènent les deux amies de Polly, qui étaient donc présentes le soir de l'enlèvement, au commissariat, et derrière une vitre sans teint, elles reconnaissent sans hésiter Davis. Mais Davis continue de nier. Quant aux objets trouvés sur le terrain de Dana, eh bien, après expertise, ils indiquent que les bandes de tissus qui ont servi à attacher les mains des fillettes sont les mêmes que celles trouvées sur le terrain. Elles proviennent du même morceau de tissu. Quant à l'empreinte palmaire retrouvée dans la maison, eh bien, c'est celle de Davis. Les enquêteurs sont fous de joie. Le voilà, leur indice incriminant. Mais ça, ils ne le disent pas à Davis. Pour les besoins de l'enquête, d'ailleurs, ils l'avaient placé en isolement total, pour pas qu'il sache où en est l'enquête. Encore une fois, je vous le disais, elle faisait grand bruit. Et il continuait à nier jusqu'à la visite d'un ami au parloir. Et l'ami n'est pas dupe. Il lui demande d'avouer. Mais Davis fait semblant de rien, jusqu'à ce que cet ami lui montre le journal du jour. Et c'est là que Davis découvre que son empreinte palmaire avait été retrouvée au domicile. Il est donc coincé. Alors il passe aux aveux. Il dit avoir demandé une permission pour aller voir sa mère à Petaluma, mais comme il ne se souvenait plus de l'adresse, eh bien il a erré dans les environs. Il a acheté de la marijuana à un dealer qui l'avait accosté, puis quelques bières dans une épicerie voisine. Il est ensuite retourné à sa voiture où il a découpé à l'aide d'un ciseau des bandes de tissu, celles qui seront retrouvées dans la maison de Polly ainsi que sur le terrain de Dana, et ça confirme la préméditation. Il s'est ensuite dirigé vers une maison au hasard, il y a entendu la télé, a vu les filles au fond dans une pièce, et comme la fenêtre était entr'ouverte, il en avait profité pour se glisser à l'intérieur. Il était allé ensuite dans la cuisine où il a choisi un couteau, puis il dit aux enquêteurs ne plus se souvenir de rien à partir de ce moment. Il dit avoir retrouvé ses esprits alors qu'il était au volant de sa voiture, et c'est là qu'il a vu qu'il y avait Polly à côté de lui. Elle était en pleurs, elle avait mal aux mains, alors il avait ajusté ses liens. Il dit avoir conduit au hasard dans la nuit jusqu'à s'embourber près de la maison de Dana. Il dit avoir porté la jeune fille toujours vivante sur 20 mètres, en bas d'un talus escarpé, en attendant de comprendre comment bouger son véhicule. Et c'est à ce moment, pour information, que les policiers étaient en train de lancer l'avis de recherche sur le mauvais canal, souvenez-vous. Et peu de temps après, comme vous le savez, les policiers sont arrivés. Ils n'avaient pas, à l'époque, l'équipement nécessaire, en tout cas ceux qu'ont les policiers américains aujourd'hui. Sachez qu'aujourd'hui, ils peuvent vérifier les casiers des automobilistes, mais à l'époque, ils ne pouvaient que constater si ces papiers étaient en règle. Davis dit qu'après avoir été escorté, il est revenu chercher Polly, il a roulé avec elle et a réalisé qu'il devait s'en débarrasser. Alors, il l'a conduit près d'une scierie désaffectée, dans un champ, et il l'a tué. Il a d'ailleurs conduit les enquêteurs, qui ont trouvé le corps de la petite fille sous une planche. Et c'est tout ce qu'il dira. Mais les enquêteurs pensent qu'il ne dit pas toute la vérité. Pour commencer, ils sont persuadés qu'il a violé ou tenté de violer la petite. Et pour cause, c'était ça le mobile. Mais ils pensent aussi, et surtout, que la petite était déjà morte à l'arrivée de la patrouille sur le terrain de Dana. Plus que ça, ils pensent que c'est là qu'elle a été tuée. Il avait sans doute prévu de l'y enterrer, d'où les brindilles dans ses cheveux et sa transpiration abondante, mais avait dû changer ses plans à l'arrivée de la patrouille. Pour les enquêteurs, si Polly avait été là, vivante, et à peine 20 mètres, comme le dit Davis,
elle se serait sûrement manifestée, quitte à ramper. Les enquêteurs pensent qu'il a caché son corps dans un coin, entre le moment où il a été vu par la baby-sitter et le moment où les enquêteurs sont arrivés, et qu'enfin, après leur départ, il était retourné chercher le corps qu'il a ensuite caché près de la scierie, désaffectée pour ne pas qu'on puisse remonter à lui. Mais faute d'aveu, ça reste des suppositions. Et 3 années plus tard commence enfin le procès de Richard Allen Davis. Et il reste sur ses positions. Son passé est tout de même étudié à la loupe. Il apparaît qu'il a eu une éducation très stricte. Un jour, par exemple, sa mère l'avait surpris en train de fumer, et comme punition, elle lui avait brûlé les mains. À 11 ans, au divorce de ses parents, c'est son père qui a eu la garde des 5 enfants. Mais ils ne s'en occupaient pas. Ils étaient quasiment livrés à eux-mêmes et régulièrement confiés çà et là chez des membres de la famille. Et Davis a comme nombre de tueurs en série torturé des animaux dans son enfance. Il aimait jeter de l'essence sur les chats du quartier pour ensuite les brûler. Quant aux chiens, il aimait les découper. Il avait toujours un couteau dans sa poche et aimait le faire savoir. Et c'est à l'âge de 12 ans qu'il commet son premier cambriolage. Il sera d'ailleurs arrêté. Ses frères et sœurs essaieront tant bien que mal de le défendre en disant qu'il n'avait pas qu'un côté sombre et que même si c'était le 3e né de la famille, c'est lui qui s'occupait de la fratrie. Mais ce que les jurés retiendront, c'est surtout son palmarès. En 1973, alors qu'il était allé à une soirée chez une amie, Marlène Boris, eh bien cette dernière avait été retrouvée morte le lendemain. Mais comme les enquêteurs avaient trouvé pas moins de 7 lettres de suicide chez elle, ils avaient conclu au suicide, bien que les amis de Marlène, à l'époque, avaient pointé du doigt Davis, qui avait alors 18 ans. En 1976, il kidnappe Frances Mace, une secrétaire, et alors qu'il tente de l'agresser sexuellement, elle parvient à s'échapper et à héler une voiture qui passait là par hasard. Et manque de bol pour Davis, c'était une patrouille. Et Davis avait été arrêté et envoyé en prison. La même année, et dans l'attente de son procès, il fait une fausse tentative de suicide, comme il l'avouera plus tard. Le but est d'être admis dans un hôpital pour pouvoir s'en échapper plus facilement. Ce qu'il fera. Commence alors 4 jours de cavale. Il en profite pour entrer par effraction au domicile d'une infirmière. Il la frappe à la tête avec un tisonnier pendant qu'elle dort. Il vole ensuite un fusil et tente de kidnapper une barmaid alors qu'elle montait dans sa voiture à la fin de son service. Mais fort heureusement, elle a eu le temps de récupérer l'arme cachée sous son siège. Elle tirera 6 fois en direction de Davis qui réussira à s'échapper. Mais il sera tout de même rapidement arrêté et jugé pour ses méfaits, et surtout pour l'enlèvement de Marlène. Les accusations sexuelles seront abandonnées en échange d'un plaidoyer de culpabilité. Il sera condamné, tenez-vous bien, de 1 an à 25 ans de prison. Et à peine 5 ans plus tard, en 1982, il est libéré sur parole. Et rebelote, vol, extorsion en tout genre, banque, magasin, restaurant, amis, il vole autant que faire se peut. Et il kidnappe Célina Varish, une amie à sa complice de l'époque, une certaine Edward. Ils lui feront retirer $6,000 et prendront la fuite. Mais il sera tout de même condamné à 16 ans de prison à la fin des années 80, notamment pour le kidnapping de Célina, mais il sera relâché, en tout cas libéré sur parole en juin 1993, soit 4 mois avant qu'il n'enlève la petite Polly. À l'issue de son procès, c'est tout naturellement qu'il est jugé coupable, notamment de cambriolage, kidnapping, tentative de viol sur enfant et meurtre. Et il sera condamné à la peine de mort. Il tentera de se suicider en 2006. Il sera rejugé en 2009 car en 1993, il avait été interrogé sans la présence de son avocat, rendant ainsi son témoignage irrecevable. Un psychiatre, à cette occasion, diagnostiquera chez lui un trouble de la personnalité antisociale, mais sa sentence à mort sera tout de même confirmée. Et sachez qu'aujourd'hui, 23 ans plus tard, il attend toujours son exécution dans le couloir de la mort de la prison de Saint-Quentin. L'association Polyclass, qui aide à retrouver les enfants disparus, a vu le jour, et désormais,
la police lors des contrôles routiers, en plus de pouvoir vérifier la bonne immatriculation du véhicule, peut désormais, en live, consulter les casiers judiciaires. Et ça, c'est possible grâce à Polly. La disparition de Polly est extrêmement connue aux États-Unis. Elle a fait l'objet, pendant les investigations, d'un épisode d'America's Most Wanted, de 20 sur 20, une émission très connue américaine, sans parler de tous les articles et du matraquage télévisuel. Des veillées avaient été organisées et on estime que c'est au total 4000 volontaires qui ont prêté main forte aux enquêteurs. C'est pourquoi elle est, à ce jour, l'exemple le plus fameux de ce que l'on appelle le syndrome de la femme blanche disparue, qui veut que quand l'affaire, surtout les affaires de disparition, concernent une victime blanche, jeune, jolie et issue de la classe moyenne supérieure, eh bien, elle bénéficie d'une couverture médiatique bien plus importante que celle concernant des personnes issues de minorités ou avec des physiques dits plus banals. Et voici quelques cas connus du White Syndrome. Et vous trouverez d'ailleurs le contre-exemple parfait sur notre chaîne. Je vous invite à aller le voir. C'est le cas de la petite Relisha Rudd. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Sa disparition, contrairement à celle-ci, n'avait bénéficié que d'une petite couverture médiatique dans la région et quasi aucune à l'échelle nationale. Et c'est une aberration quand on connaît la particularité de ce cas. Mais voilà, la petite était afro-américaine et sa famille pauvre et sans abri. Et tout le monde s'accorde à dire que si elle avait été blanche, eh bien peut-être que tous les projecteurs auraient été braqués sur l'affaire. Je vous laisse vous en faire votre propre avis. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à en débattre en commentaire. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une autre triste histoire.